Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent, qui vivent ou qui rentrent de mobilité internationale, et je rajoute même, et qui vont prendre l'avion. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Philippe Guéry, direction la Corse. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. françaisdanslemonde.fr. On considère qu'aujourd'hui, à peu près entre 20 et 30% des personnes qui montent dans un avion ont plus ou moins peur. Un petit pourcentage ne monte même pas tellement cette peur les bloque. On va parler de ce sujet avec un spécialiste et on va bien comprendre pourquoi Philippe est spécialiste. Bienvenue sur notre antenne, Philippe. Merci, bonjour. Et puis, on salue les équipes de Expat Pro qui nous mettent en relation. Tu es un nouvel expert qui rejoint cette plateforme pour les Français de l'étranger. Il faut dire que ton métier de psychologue, avec cette spécialisation au traitement de la peur en avion, est tout dédié à tous ceux qui passent leur temps à faire des vols à travers le monde. Il me semble, oui, tout à fait. Alors, tu es originaire de Corse. Au moment même où on se parle, tu dois avoir un magnifique décor sous tes yeux. Alors, j'ai un magnifique décor sous mes yeux, mais exceptionnellement, aujourd'hui, il fait peut-être un peu moins beau ici qu'ailleurs. Il fait même peut-être plus beau à Lille, de l'autre côté de la France où je suis basé avec mon studio. Il paraît. Tu as fait des études de psychologie, puis pendant 30 ans, tu es navigant chez Air France. Alors là, tu es pas un expat parce que tu rentres à la maison, mais tu dors aux quatre coins du monde quand même. Tu as à peu près vécu dans tous les pays ? Oui, tous les pays, sauf les seuls qui n'étaient pas desservis par Air France, c'est-à-dire, je crois que ça doit concerner à peu près l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Sinon, tous les autres pays du monde entier, oui, j'ai eu la chance de m'y arrêter plus ou moins longtemps et d'y prendre beaucoup de plaisir. Alors, une des questions qu'on peut se poser quand on est steward, on a le temps de découvrir un peu les villes quand on est en transit ou vraiment on a le temps que de dormir ? Alors, à l'époque où j'ai exercé ce métier, puisque j'ai quelques heures de vol maintenant, effectivement, c'était la belle époque où on pouvait profiter d'un jour ou deux, voire 4 ou 5. C'était lié à la fréquence des vols, c'était lié à la distance du vol aussi. Il y avait tout un tas de combinaisons qui permettaient quand même d'en profiter, ou au moins d'avoir des petits flashs comme ça, et c'était toujours très agréable. Et malgré tout, Philippe, la Corse est toujours restée numéro 1 dans le classement. C'est toujours là que tu as toujours voulu vivre ? Je dirais oui, parce que c'est effectivement l'île de beauté, mais j'ai un gros faible pour l'Inde et le Japon. D'accord. En tout cas, un jour, avec ton diplôme de psychologie, on vient te chercher pour travailler sur ce fameux stress en avion. Et donc, tu vas cumuler quasiment 2 jobs en un. Tout à fait, oui. Et tu as été également expert en accidents sur le facteur humain. Par exemple, dans le vol Rio-Paris, malheureusement tristement célèbre, tu es intervenu. C'était quoi ton rôle ? Alors là, pour le Rio-Paris particulièrement, j'étais intégré à la cellule de crise, donc pour m'occuper des proches des victimes. Et la partie expertise accident, c'était plutôt sur des incidents ou des accidents mineurs propres à Air France, dans ce qui est courant et qu'on appelle l'analyse des vols, pour voir ce qui a bien ou moins bien marché. Et moi, ma partie, c'était de m'intéresser à la dimension humaine, psychologique, que ce soit au niveau du cockpit ou même du fonctionnement en cabine. D'ailleurs, dans l'histoire de l'aviation civile, il y a eu une grosse évolution sur le rôle de l'homme et notamment des pilotes. On donnait au tout début un blanc-seing au commandant de bord. Les choses ont un peu évolué avec le temps. Elles ont complètement évolué, effectivement, parce que les pilotes eux-mêmes se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas avoir des yeux dans le dos, qu'ils ne pouvaient pas avoir des oreilles partout dans tout l'avion, et un certain nombre de situations ont dû être gérées depuis la cabine, et on a énormément travaillé sur le fonctionnement en équipage, la notion de leadership, la notion de délégation aussi, pour qu'effectivement le système soit renforcé et se renforce toujours davantage. C'est la spécialité de l'aéronautique, dont le monde médical s'inspire un peu d'ailleurs, en insistant beaucoup sur la dimension humaine de ce qui contribue à renforcer la sécurité. L'idée étant qu'il y ait toujours une double validation. Il ne doit pas y avoir un seul et unique maître à bord qui décide tout pour tout le monde, parce qu'il peut faire des erreurs. Alors, il y a un seul maître à bord sur le plan juridique, sur le plan hiérarchique, mais effectivement, sa décision, c'est pas lui tout seul qui va
prendre, mais il va la construire avec effectivement le collationnement d'informations qui viendront aussi bien du pilote, du copilote, que des personnels de cabine, chef de cabine ou hôtesse ou steward. C'est pour ça que quand on est dans l'avion et qu'on voit le chef de cabine vérifier une porte, quelqu'un vient faire vérifier sa propre vérification. Oui, tout à fait. Comme en pédagogie, la sécurité aérienne repose pour que ça fonctionne, et ça fonctionne sur la redondance, la répétition. Et aujourd'hui, on a fait beaucoup d'évolutions en informatique. On sait qu'un avion peut décoller et atterrir sans homme. Est-ce que tu crois que l'homme va rester dans l'avion dans le futur ? Alors, dans quel futur, je ne sais pas, mais en tout cas, pour les 10-15 ans à venir, quand je vois un petit peu le niveau de recrutement des pilotes, c'est qu'on a encore décidé que c'était une variable d'ajustement très forte pour renforcer la sécurité, qu'il y ait de l'humain dans un avion. D'ailleurs, j'ai lu une enquête que si un avion décollait, atterrissait tout seul, moins de gens monteraient à bord et n'auraient encore moins confiance pour ceux qui ont peur. Ça fait partie, voilà, ça rassure un peu quand même. Alors, ça rassure de savoir y a-t-il un pilote dans l'avion, effectivement, mais pour enchaîner sur ce sujet de la peur de l'avion, effectivement, une des grandes peurs qui se nourrit de ça, c'est l'impression de manquer de contrôle sur la situation. Est-ce que le pilote est compétent ? Est-ce qu'il a pas bu avant ? Est-ce qu'il est fatigué ? Voilà, tout un tas de questionnements qui vont se poser. Donc effectivement, si les avions étaient pilotés sans pilote, là je pense qu'effectivement l'appréhension serait encore plus grande. Alors Philippe, justement, on va s'intéresser à cette peur qui est chez un certain nombre de personnes complètement non maîtrisable. On n'a même pas la possibilité de monter dans l'avion. Certains refusent d'y monter parce que ils ont trop peur, alors qu'on leur dit continuellement cette fameuse phrase « Mais t'inquiète pas, c'est le moyen de transport le plus prudent ». Ça, c'est énervant comme phrase. Oui, c'est très énervant parce que les personnes le savent, parce que les personnes qui ont peur de l'avion, si je m'en réfère à mon échantillon de 7 ou 8 000 personnes dont je me suis occupé, qui sont souvent d'un niveau d'éducation, de diplôme assez élevé, comprennent ça parfaitement, savent parfaitement qu'effectivement c'est le moyen de transport le plus sûr du monde, mais il y a eu cette dimension qui est de l'ordre de l'irrationnel, qui fait que ça ne suffit pas pour rassurer, puisque on peut rétorquer à cette phrase qu'il y a quand même des accidents, et c'est vrai, et puis il y a beaucoup de personnes aussi qui ont une autre peur que celle-là uniquement centrée sur l'accident. Ça peut être la peur de soi-même, quelle réaction je vais pouvoir avoir, et puis encore une fois, cette impression d'absence de maîtrise de la situation, un besoin de comprendre ou de contrôler qui est beaucoup trop développé et qu'on n'arrive pas à satisfaire, qui va alimenter ces appréhensions. Mais clairement, quand je suis à côté d'un conducteur dans une voiture, j'ai pas le contrôle non plus. Et pourtant, on n'a pas ce fantasme, parce qu'à chaque fois qu'on monte dans une voiture, c'est dangereux. Alors, peut-être que toi, tu ne l'as pas, mais un certain nombre de personnes ont aussi cette appréhension-là en voiture du fait de ne pas conduire, s'assure que le pilote de la voiture ne va pas trop vite, freine au bon moment, met son clignotant, etc., etc. Ça renvoie à cette dimension très prononcée de l'absence de contrôle, du besoin de contrôler qui est excessif. Et puis, là où je te rejoins, c'est vrai que la voiture a comme avantage pour nous, c'est qu'elle roule sur terre, premièrement. Donc cette dimension physiologique de la peur de l'avion est importante à prendre en compte parce que on est soumis à des sollicitations sensorielles qu'on ne peut pas comprendre physiologiquement. Donc il y a forcément un décalage entre ce qui se passe et ce que l'on ressent. On a l'impression de tomber quand il y a des turbulences alors que l'avion se cogne. On a l'impression d'être arraché du sol au décollage alors que c'est une vitesse de TGV. Enfin, on a l'impression de beaucoup de choses en avion qui sont des impressions trompeuses, essentiellement parce que physiologiquement, il y a une dimension qui n'est plus la nôtre. Rouler ou avancer à près de 10 000 km/h, on ne sait pas faire physiologiquement. Être à cette altitude-là, c'est pareil, ce n'est pas dans nos gènes, ce n'est pas dans nos tripes. Et donc, l'avantage de la voiture, entre guillemets, c'est qu'on est sur Terre. On est dans des vitesses qui sont relatives et pour lesquelles, physiologiquement, on a été, au fil du temps de l'évolution de l'espèce humaine, on a réussi à se caler sur elle. Les premières apparitions du train étaient que le train allait trop vite. L'entrée du train en gare, dans la gare de La Ciotat, le premier film des Frères Lumière, a généré des peurs à ce moment-là. Et l'avion chamboule tout puisqu'il arrive très vite,
à tous les sens du terme, et c'est un environnement qui n'est pas fait pour nous. On dit aussi, et c'est ce que me rapportent les personnes qui ont peur de l'avion, ce n'est pas naturel de voler, ce à quoi je réponds évidemment que ce n'est pas naturel de voler pour nous, mais c'est l'avion qui s'en occupe. Et là, on voit bien que ce qu'on va pouvoir travailler, c'est la capacité à faire confiance, à déléguer, à lâcher prise, aussi bien sur le plan psychique que sur le plan corporel, justement pour atténuer ces fameuses sensations dont je parlais tout à l'heure. Alors, on le disait aujourd'hui, tu ne voles plus, mais tu as gardé par passion cette relation de ton travail de psychologue avec des personnes qui sont complètement traumatisées par l'idée de prendre l'avion. Concrètement, les personnes qui viennent vers toi aujourd'hui, en plus là on a des auditeurs aux quatre coins de la planète, donc ça doit faire écho chez un certain nombre d'entre eux. Quelle est la première méthode que tu utilises pour les rassurer ? Alors la première méthode, c'est ça paraît tellement évident pour moi, c'est déjà de les écouter, parce qu'on ne leur permet pas toujours d'exprimer cette appréhension qu'on peut trouver souvent honteuse, ridicule, puisque l'avion est un tel signe de progrès, de fiabilité, etc., que la première chose qui rassure les gens dont je m'occupe, c'est qu'elles peuvent en parler simplement, qu'elles peuvent être en toute sécurité pour énoncer quelque chose qui pourrait ressembler à de la monstruosité, tellement ça paraît énorme comme peur. Elles ont le droit d'avoir peur, donc leur permettre de l'exprimer, c'est déjà rassurant, premièrement. Deuxièmement, savoir de quoi elles ont peur, parce que là, effectivement, du fait de ma double casquette, entre guillemets, il y a des réponses techniques assez simples qu'il est facile d'apporter et qui rassurent. Par exemple, de savoir que les trous d'air, les fameux trous d'air, n'existent pas, que l'air est un fluide et que l'avion est tout le temps sur et dans quelque chose qui le porte, même si ce n'est pas visible, peut rassurer. Et puis, encore une fois, de la même sorte que la peur des souris, la peur de l'avion mérite aussi qu'on s'intéresse à la personne elle-même dans sa dimension purement psychologique. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat ? Est-ce que des gens reviennent vers toi en disant tu as changé ma vie, Philippe ? Ça peut paraître prétentieux, mais ça je l'ai entendu des centaines et des centaines de fois. Et j'ai su, et je sais encore qu'à chaque fois c'était vrai. Tellement l'avion, quand on ne le prend pas ou qu'on le prend dans des souffrances atroces, est un empêchement de liberté, un empêchement de vie, un empêchement d'évolution professionnelle. Et là, ça peut concerner évidemment les expatriés. Ah oui, j'ai en mémoire l'histoire de Vincent qui avait du mal déjà à sortir de chez lui. Donc, imaginer prendre l'avion, c'était quelque chose d'inaccessible pour lui, et qui m'envoie un selfie avec la Statue de la Liberté dans l'arrière-plan de son décor, lui dans le cadre tout à fait à gauche, sa femme à droite, et brandissant une petite pancarte avec marqué merci dessus. Sympa. Voilà. Il faut dire que lui fait partie des 7000 personnes que tu as accompagnées, donc on peut dire que tu es un peu rodé sur le sujet. Je suis assez rodé. Je suis toujours à l'écoute, évidemment, des appréhensions parce que elles peuvent rentrer dans des grandes catégories, mais chaque histoire est personnelle et chaque personne mérite une approche qui lui est propre. C'est ça. Et pour n'importe quelle raison que cette phobie existe, on peut te contacter. Il n'y a jamais de honte à avoir à contacter un spécialiste. Ah bah aucune, il y a aucune honte à avoir. C'est encore une fois, c'est la première étape, non pas d'une guérison puisque c'est pas une maladie, mais d'améliorer un état qui fait que je pense aussi à une personne dont je me suis occupé, qui était restée plus de 45 ans sans prendre l'avion, donc une personne assez âgée, dont le mari avait des origines grecques et dont le rêve était d'aller habiter en Grèce, dans une petite île, et qui jusqu'au moment où je me suis occupé d'elle, prenait la voiture et parcourait des kilomètres et des kilomètres en évitant les tunnels ou les ponts selon ses appréhensions du moment, et qui maintenant va sur son petite île en Grèce sans aucune difficulté avec l'avion, ayant pu construire une maison là-bas. Eh ben bravo. Le lien pour contacter Philippe Guéry est disponible dans ce podcast et vous retrouvez également Philippe sur la plateforme Expat Pro. Un grand merci, tu as bien de la chance de profiter de ce joli décor sur la jolie île de Corse. Au plaisir de te retrouver sur cette antenne. Avec grand plaisir, merci. Français dans le monde. Vous écoutez la voix des expats.